Salut et bienvenue dans le podcast Focus Matos. Pour rappel, dans ce podcast, je pars à la découverte des acteurs de la pêche, que ce soit des responsables de marque, des chefs de produits, des ingénieurs, des revendeurs, voire même d'influenceurs, avec un seul mot d'ordre, on parle de matériel. Et aujourd'hui, je suis avec Augustin Carr, fondateur de Stapio. Stapio qui édite chaque année le guide de la bouillette pour tout savoir concernant les appâts préférés des carpistes. Écoute, salut Augustin. Salut Arnaud, ça va? Super, et toi? Je suis super content de te recevoir. Bah écoute, ça va. Il Bon. commence à faire beau, l'été arrive, je suis content. Ah ouais, moi dans mon Jura aujourd'hui, quand on enregistre, il fait plus de 30 degrés et tout. Voilà, je te cache pas que juste après notre entretien, je vais boire une bonne bière en terrasse. Ouais, moi j'irai me rafraîchir aussi, là, ça Ah commence bah, il fait un peu lourd. bon, super. Augustin, ça fait déjà un petit moment que tu es dans le milieu de la pêche de la carpe, mais peut-être que tout le monde ne te connaît pas. Mhm. Euh, Tu peux te présenter un petit peu, nous dire ce que tu fais, etc. Alors dans le milieu de la pêche, j'ai commencé vraiment on va dire, à m'y investir avec des articles dans les différents magazines halieutiques qui existaient, donc les Carpsen et Carpsen Starter. Et je me suis vraiment, on va dire, fait un peu mieux connaître avec le nom de Stapio, qui est en fait un groupe d'amis et même de famille dans laquelle on édite, comme tu l'as bien dit, le guide de la bouillette. Alors on le fait pas tous les ans parce que ça nous demande un travail monstrueux, mais c'est quasiment tous les ans. Et dans lequel en fait on a mis au profit nos connaissances scientifiques parce qu'on est tous de formation scientifique, donc physique, chimie et puis des mathématiques également, de l'informatique, au profit de la pêche à la carpe. Donc initialement, voilà, c'était un travail qu'on faisait pour nous personnellement, et puis finalement, ça a intéressé du monde, et donc voilà, on a développé ce fameux guide de la bouillette. Et de fil en aiguille, on s'est passionné pour d'autres domaines dans le milieu de la pêche à la carpe, les appâts, la vidéo, la pêche de façon générale. Voilà, on s'y investit de plus en plus. Ok, c'est top. Aujourd'hui, on va vraiment se focus sur ta spécialité, les bouillettes. Hmm. Pourquoi? Parce que finalement, en fait, tu fais les tests de bouillettes. Et c'est hyper complémentaire avec ce que nous, on fait chez Fish Test, sachant que nous, depuis le début, chez Fish Test, on a toujours dit on ne teste pas les appâts pour deux raisons. Déjà, il faut des compétences scientifiques qu'on n'avait pas, qu'on aurait pu développer, qu'on n'avait pas. Mais comme toi, tu le faisais, on va dire à un moment donné, ça ne sert à rien qu'on soit deux acteurs à le faire. Et c'est Hmm. pour ça que, du coup, on s'est rapproché naturellement entre Fish Test et Stapio au fil du temps. Et du coup, je pense que c'est la question que beaucoup de personnes se posent, et je ne sais pas s'il y a la bonne réponse, mais je suis quand même obligé de te la poser, c'est Augustin, qu'est-ce qu'une bonne bouillette en fait? C'est toi l'expert des bouillettes aujourd'hui, qu'est-ce qu'une bonne bouillette? Alors, fort heureusement, la réponse, c'est pas telle marque, tel appât, tel arôme, telle recette. La bonne bouillette, c'est celle qui déjà va nous permettre de prendre du poisson dans la situation où on est, et ensuite va permettre de prendre plus de poisson qu'une toute autre bouillette dans la situation dans laquelle on est. En fait, la définition d'une bonne bouillette, elle est intrinsèquement liée à la situation dans laquelle on pêche. Il n'y a pas du tout de réponse universelle, ça va dépendre du type de pêche, donc de sa durée, ça va dépendre de la météo, ça va dépendre du type de poisson qu'on va cibler aussi. Et donc, en fait, on peut se retrouver tous ensemble autour d'un lac et avoir chacun sa meilleure bouillette. Je dis n'importe quoi, moi je cible en particulier des gros poissons. Eh bien, ma bonne bouillette, ça va être une bouillette qui va être, je dis, voilà, de gros diamètre, plutôt carnée, qui va intéresser davantage des gros poissons. Mais forcément, je ne vais pas faire beaucoup de poissons. À l'inverse de quelqu'un qui sera sur le même lac que moi et son objectif, ça va faire beaucoup de poissons, et ben, il va peut-être s'orienter vers une recette peut-être un peu plus instantanée, peut-être aussi de diamètre plus petit pour toucher davantage de poissons. Et donc voilà, cette définition de la bonne bouillette, donc voilà, tout le monde parle de la bonne bouillette, c'est celle qui va permettre au pêcheur, dans la destination où il est et suivant ses objectifs personnels, d'avoir un maximum de poissons. Donc après, voilà, à l'heure actuelle, alors j'ai fait des recherches à ne plus savoir qu'en faire sur les arômes, les attractants, etc. Il est vrai qu'il y a des attractants, il y a des molécules qui sont intéressantes pour les carpes, mais il n'y a pas de réponse universelle et on n'arrivera pas à trouver ce que tout le monde appelle voilà, l'appât miracle, la combinaison parfaite qui marche dans tous les scénarios. Ok, je suis vraiment sur la même longueur d'onde que toi, et de toute façon, il y aurait vraiment l'appât miracle, t'inquiète pas, qui se connaîtrait déjà, hein. Exactement. Mais est-ce que du coup, il y a des facteurs qui
Euh, Il y a des facteurs qui sont vraiment à prendre en compte. Tu vois, moi, par exemple, il y a quelque chose où on entend rarement parler, et j'ai pas la réponse, parce que je suis pas du tout expert là-dedans, mais c'est au niveau du pH de l'eau, tu vois. Mm. Est-ce que une bouillette qui va avoir un pH identique au pH de l'eau pêchée, ou alors à l'inverse complètement différente, va avoir un impact qu'est-ce que t'en dis de ça? Alors là-dessus, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites. Par contre, il y a des choses qui ont été analysées au niveau, par exemple, des différents animaux qui vivent, qui évoluent au fond de l'eau. Tu prends par exemple certains invertébrés, et ben, ils vont avoir tendance, de par leurs excréments, de par leur urine, etc., à acidifier un petit peu l'eau dans laquelle ils évoluent. Tu prends par exemple les vers de vase, eh bien, il me semble que c'est cela où une zone fortement dense en vers de vase a tendance à être très légèrement, et c'est très local, hein, être plus acide. Ce qui fait qu'en fait, les carpes, bon, on n'a pas non plus, on ne sait pas exactement comment ressent la carpe, mais on se doute, au vu de ses capacités gustatives qui sont bien plus développées que les nôtres, et ben, que les carpes vont s'orienter vers cette zone. Et donc, c'est possible que vous, si vous avez une bouillette, enfin, si tu as une bouillette un peu acide, du moins plus acide que le milieu dans lequel tu pêches, eh bien, ça peut rappeler, voilà, à la carpe ce genre de signaux olfactifs. Après, voilà, la notion d'acidité, nous, c'est, enfin, une molécule qui est acide, ça peut être tout et rien. Il existe une infinité de molécules acides. Donc ça, ce sont un peu des paris. On se dit qu'on va utiliser un appât plus acide pour imiter le comportement d'une neiche naturelle, donc le ver de vase par exemple. Mais il y a personne ne l'a démontré pour de vrai. Après, c'est sûr que utiliser un appât qui est d'une acidité ou d'une basicité différente du milieu ambiant, bah, à minima, ça se démarque de l'eau naturelle. Et donc, la carpe, elle a de fortes chances de le détecter. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Après, c'est une autre question parce que ça va dépendre aussi de quelle est la molécule acide ou basique qui l'attire. Mais en tout cas, elle va pouvoir le détecter. C'est comme si nous, on plongeait dans une piscine neutre. Bah, si on commençait à mettre un petit peu de sucre ou un petit peu de citron pour rester dans le domaine de l'acidité dans la piscine, eh ben, on va le détecter. Est-ce qu'on va aimer une piscine acide? Je ne sais pas, mais en tout cas, on va le détecter. Et donc, il suffit que la carpe, de par sa curiosité, eh ben, elle se dise, tiens, il y a quelque chose d'acide là-bas, c'est bizarre, je vais aller voir, pour que ça devienne un véritable atout pour nous. Et du Donc, coup, et c'est là, en fait, par rapport au volume d'eau qu'il y a, si on part d'un principe d'un amorçage avec potentiellement même un booster, tu vois, quel peut être l'impact réellement de la zone sur le milieu par rapport au volume d'eau global, ce qu'on met en fait? alors, voilà, là-dessus, c'est vrai qu'il y a des questions d'échelle et d'ordre de grandeur. Très personnellement, c'est pas une démarche que j'utilise d'utiliser l'acidité en tant que l'acidité de la bouillette, on va dire, pour attirer les poissons. Parce qu'effectivement, une bouillette, c'est un tout petit volume. La quantité d'acide à l'intérieur est quand même vraiment très faible. Les variations de pH sont relativement faibles. Et il faut savoir aussi que généralement, ce qui modifie le pH d'une bouillette, c'est la présence ou non ou la concentration en conservateur. Donc, c'est pas non plus un truc hyper attractif. Et donc, l'utilisation, se dire je vais utiliser des bouillettes acides pour modifier l'acidité de mon lac, ça c'est illusoire, hein. Les ordres de grandeur sont très très différents. Et il y a non seulement le volume du lac qui fait que bah, en fait, c'est dilué au milieu d'une mer, donc on ne le sent pas. Mais il y a aussi des courants. C'est pas parce qu'on est dans un lac qu'il n'y a pas de courant. Il y a toujours des mouvements d'eau, du brassage qui est lié à l'écoulement naturel, au ruissellement de l'eau, et puis également au mouvement des poissons, etc. À l'inverse, utiliser un booster, là pour moi, c'est vraiment très très pertinent. Les liquides, je mise énormément là-dessus. C'est quelque chose dans lequel j'utilise beaucoup dans ma pêche parce que à l'inverse d'un appât, le liquide, eh ben, lui, il va vraiment venir marquer fortement une zone et sur un volume beaucoup plus important. Il va se diluer. C'est comme en fait l'effet qu'on pourrait appeler l'effet grenadine. Dans un verre de grenadine, on met 3 gouttes. Il suffit de boire le verre d'eau pour se rendre compte qu'il n'y a pas que de l'eau dedans. C'est aromatisé. Et ben pour moi, le booster, ça fait vraiment cet effet grenadine. Et ça m'intéresse beaucoup. Et c'est pour ça que j'aime bien tremper au préalable mes bouillettes dans de l'eau mélangée à un booster pour que les bouillettes s'en imprègnent et ça me permet ensuite d'amorcer facilement. Ou bien d'utiliser des boules de farine dans lesquelles je vais incorporer du liquide, des boosters, peu importe la marque, mais un peu de tout. Ou bien après, ça peut être dans un spot mix, donc mélangé à des graines ou dans un zig mix. Et ça va vraiment venir napper la totalité du volume d'eau dans lequel je pêche. J'espère que c'est clair ce que j'explique. Clairement, ouais, ça te permet de mieux marquer le fond. Non, mais je comprends tout à fait. Et du coup, tiens, en parlant des boosters, pareil, expérience purement personnelle, je me suis rendu compte que dans certains cas, ça peut avoir un effet répulsif.
Tu vois, alors on va pas parler de bouillettes, je vais vraiment donner un cas personnel. Fut un temps, bon, quand je pêchais à la noix tigrée, je préparais toujours des noix tigrées dans des pots, tu vois, où je mettais du booster dedans. En général, je mettais la veille de ma pêche. Mes premières heures de pêche, je prenais du poisson avec, tu vois, sans problème. Et après, plus rien. Et il suffisait que je change mes noix tigrées de mon pot, donc j'en mets des nouvelles retrempées dans du booster, quelques heures pour que ça reparte. Et en fait, à peu près approximativement, au bout de 24-36 heures, ça coupait, tu vois. Et du coup, expérience vraiment purement personnelle, pas démontrée scientifiquement, etc. Mais je me suis dit, quand tu répètes ça plusieurs fois, bah, en fait, au bout d'un moment, le booster a trop imprégné la graine, en l'occurrence la noix tigrée, ou même la bouillette, hein, parce que j'ai déjà remarqué ça sur les bouillettes. Et du coup, ça a fait plus un effet répulsif. C'est un peu, bah, tu vois, tu as donné l'exemple du sirop de grenadine. Ouais, si tu remplis à la dose indiquée 1 pour 10, ça passe. Si tu commences à mettre 3 quarts de sirop de grenadine dans ton verre et un quart d'eau, alors pour le Ricard, il y en a que ça gênerait pas, mais pour le sirop de grenadine, ça commence à faire fort, tu vois. Mm. Quel est ton avis là-dessus Alors, ça m'étonne pas du tout. Alors, je sais pas quel booster tu utilisais et compagnie, mais ceci dit, il y a eu des tests, si je dis pas de bêtises, c'est le rapport Loeb, L-O-E-B, qui a analysé justement la concentration de différents attractants et la réponse au poisson vis-à-vis de cette concentration. Et on se rend compte que quand on en met très très peu, bon, le poisson, il réagit comme s'il y avait rien. En fait, ça a été fait sur des pellets, si je dis pas de bêtises. Ok. Et donc, il testait sur des pellets nature, les poissons réagissaient. Ensuite, il prenait ces mêmes pellets et mettait, je vais te dire n'importe quoi, de l'acide citrique, donc du citron en gros. Il en mettait un tout petit peu. Et bien, quand il y en avait très peu, le poisson se comportait de la même façon que si c'était des pellets nature. Ensuite, il augmentait les doses. Au bout d'un moment, les poissons réagissaient positivement. Ils étaient beaucoup plus intéressés, jusqu'à un stade où, à l'inverse, ça baissait fortement et où les poissons, voilà, ça devenait pas répulsif, mais ça les intéressait de moins en moins. Et donc, cet exemple-là sur l'acide citrique, ça m'étonnerait pas que ce soit un peu le même style sur ton amorçage, ou quelque chose qui est trop boosté. Et bien, au bout d'un moment, voilà, on dépasse la zone, la fameuse zone de la grenadine qui devient trop sucrée, trop mauvaise, qui reste attractive parce qu'on va le sentir, on va les voir, mais pas forcément intéressant à manger. Donc, Oui, encore une fois, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Je ne connais pas le cas précis, mais c'est pas du tout absurde comme scénario et ça m'étonne pas, franchement. ok, ok. Je comprends mieux. Enfin voilà, c'était vraiment une question ouverte par rapport à ça. Euh, et, et, euh, et avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail de ce que tu proposes, toujours en parlant des bouillettes, j'ai encore deux questions. La différence de diamètre d'une bouillette, tu penses que ça a un impact alors, outre, on occulte la mécanique du montage, hein, ok? Mais Ouais. on occulte ça, mais voilà, est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact sur ce que la carpe elle veut manger, comment, etc. Alors pour moi, il y a deux approches à cette question. D'une part, ça va être au niveau du cheptel environnement. Alors forcément, s'il y a beaucoup de poissons indésirables, bah, plus le diamètre va être petit, plus il y a de chances que notre amorçage soit détruit par les indésirables ou que bah, notre èche elle soit mangée et disparue et qu'on pêche à la goutte d'eau. Et dans ce cas-là, bah oui, on revient à ta première question, c'est une bouillette qui n'est pas adaptée, c'est une mauvaise bouillette. Peu importe le prix de la bouillette, de ses attractions, etc. Si elle a été mangée par une brème ou un chevenne et que nous, on n'a pas fait de carpe, bah, c'est une mauvaise bouillette. Donc à ce niveau-là, voilà, pour moi, le diamètre de la bouillette, il a une propriété voilà, purement mécanique qui va être de résister aux indésirables et de permettre vraiment à la carpe de s'en saisir. La deuxième question, par contre, moi, je suis intrinsèquement convaincu que la plus lèche est petite, plus on a de chances de déclencher de Touche. touche rapidement. J'ai vraiment l'impression que, à l'exception voilà, de certaines destinations où les poissons sont peu nombreux et donc quand ils vont arriver sur la zone, eh bien, peu importe le diamètre, de toute façon, ils vont prendre les 3-4 bouillettes qu'on a mis dans l'amorçage. De façon générale, une neige toute petite, un grain de maïs, s'il n'y a pas d'indésirable, c'est vraiment vers ça que je vais m'orienter. Une neige microscopique, plus elle est petite, au milieu d'un tapis de graines ou d'autres neige petites, je trouve que c'est vraiment ça qui permet d'avoir des départs très rapidement et ça fait moins l'effet ovni, on va dire, au milieu d'un endroit où les escargots sont tout petits, les vers de vase sont tout petits, toutes les cibles de la carpe globalement sont petites, à l'exception peut-être des écrevisses. Et encore, les carpes se nourrissent davantage de toutes petites écrevisses, de larves d'écrevisses, que vraiment des gros homards qu'on peut voir au Salago et compagnie. Donc, donc pour moi, vraiment, plus lèche est petite, plus on a de chances de faire de poisson. Mais si on part dans l'extrême du trop petit,
eh bien, notre èche, elle va être défoncée, notre amorçage va être complètement mangé, et là, on fera plus rien du tout. Donc, c'est un juste équilibre à trouver pour moi. Comme tout, en fait. En Mm. fait, finalement, ça fait déjà une bonne dizaine de minutes qu'on discute de ça. Tout est question d'équilibre. Mm. C'est ça? Ah ouais, ouais, complètement. Bah, en fait, pour moi, quand on commence à partir dans un extrême ou dans l'autre, c'est le côté jackpot. Bah, je peux aller à la pêche, me dire je pêche qu'avec des grains de maïs. Et ben, si les carpes sont actives et que les indésirables sont pas trop actifs, jackpot, là, je peux vraiment faire beaucoup, beaucoup de poissons. Mais à l'inverse, je peux aussi tout perdre, hein. C'est un all-in comme au poker. J'ai tout donné. Bah, à l'inverse, je peux faire ma nuit, me réveiller le matin, remonter mon montage et avoir rien au bout. Alors qu'à l'inverse, si j'ai fait un peu un équilibre, que j'ai mis des bouillettes de 20 mm par exemple sur mes cannes, bah, peut-être qu'il y a une canne qui va disparaître parce que je vais faire une brème, sur l'autre je vais faire une carpe et sur l'autre je vais rien faire. Bilan du résultat global, j'aurais fait quand même mon poisson. Donc pareil pour tes attractants, si tu les surboostes pendant des mois et des mois et des mois avec un truc trop dosé, bah peut-être que les carpes vont adorer et ça va faire un carnage, mais il y a quand même statistiquement beaucoup de chances pour que ça plaise pas ou qu'on ait gâché tout simplement de l'attractant. Je, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement Et d'accord. puis, l'avantage aussi de l'équilibre, c'est qu'on peut réajuster quelque chose qui est pas assez dosé, on peut toujours en rajouter. Si le diamètre est un tout petit peu petit, on peut l'augmenter, un peu trop gros, on peut le rétrécir. Si on a tout mis dans des tout petits appâts où on a mis tout l'attractant, bah c'est trop tard, la pêche est finie, il faut rentrer chez soi et on a perdu une session. Ok. Ouais. Et du coup, la question, tu vois, parce qu'on parle des bouillettes et tout là, mais finalement, on pêche avec des bouillettes, mais pas que. Il y a ce qu'on appelle des dérivés, des périphériques. Typiquement, je pense au wafter, au pop-up, au hard boilies. Qu'est-ce que tu remarques, toi, par rapport à ça? Par exemple, une pop-up versus une bouillette. Est-ce que intrinsèquement parlant, les composants à l'intérieur sont identiques? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Est-ce que c'est du pur marketing? Parce qu'au final, la bouillette, à part avoir l'arôme enfin, la pop-up, à part avoir l'arôme de la bouillette, elle n'a rien de plus. Tu vois, est-ce que tu as fait des études là-dessus? Alors là, c'est plus, on va dire, mon côté concepteur d'appât qui va parler. Une pop-up, pour qu'elle flotte, forcément, il faut insérer un élément à faible densité, donc qui va permettre de l'éviter l'appât. Donc forcément, c'est pas la même chose que la bouillette de base. La recette a été un peu modifiée et par conséquent, ses propriétés mécaniques sont modifiées également. J'ai fait pas mal d'observations underwater, donc en mettant des caméras au fond de l'eau pendant plusieurs jours. Et depuis, je ne pêche quasiment plus avec des pop-up parce que je me rends compte que les carpes, elles s'en méfient quand même. Alors, ça n'empêche que les pop-up ont pris des millions de carpes et continueront à prendre des millions de carpes. Néanmoins, quand on regarde en underwater, eh bien, les carpes se saisissent vraiment en dernier de cet appât-là. Elles mangent de tout ce qui est autour. Et de nombreuses fois, bon, la caméra ne fonctionne pas la nuit, mais au coucher du soleil, je vois mon coup qui est nickel avec les carpes qui arrivent. Je me réveille le lendemain matin, il me reste que ma pop-up rose au milieu d'un champ où il n'y a plus rien. Mais c'est pas Donc, naturel. Quand on y repense, c'est pas naturel du tout. non, Un appât qui va rester à 5, 10, 15 cm en suspension, c'est pas naturel. Donc, exactement. du coup, tu mises vachement sur la curiosité de la carpe, quoi. Tu vois, genre, oh, Voilà. voilà. Mais du coup, euh, elles ont Pour quand moi, même, tu vois, elles ont quand même des goûts, ces pop-up, tu vois. Et alors, oui, pourquoi, du coup, la carpe, elle dit, je sais pas, high fois, tu vois, allez, high fois, tu vois, tu pêches avec des bouillettes high fois, tu as une pop-up high fois, pourquoi la carpe, elle se dit pas, tiens, c'est de la high bah, fois aussi. comme tu le dis, enfin, il va y avoir cette notion vraiment de curiosité qui peut attirer des carpes. Il y a des carpes qui sont plus curieuses que d'autres. Il y a des carpes ensuite qui vont être victimes de pression alimentaire. Donc, quand il y a un groupe de carpes, de petites carpes qui va arriver sur une zone, eh ben, elles vont se jeter sur tout ce qui bouge et elles vont prendre. Il y en a une qui va prendre la pop-up et qui va se faire avoir. Et puis, d'un autre côté, si la pop-up, elle est au milieu d'un agglomérat de graines, de bouillettes, voilà, qui sont tout autour, olfactivement, la zone, elle sent pas la pop-up en particulier, elle sent pas les bouillettes, c'est un mélange de tout. C'est comme si on avait mis notre fameux exemple de la grenadine, un peu de grenadine, un peu de sirop de menthe, un peu de sirop de cassis, et on se met à touiller, touiller, touiller. Les carpes, elles touillent en fait tout ça, et au final, on le boit, et puis on se rend compte que c'est un mélange de tout. Et donc, c'est pas vraiment la pop-up qui va prendre le poisson, c'est la pop-up qui sera victime de la curiosité de la carpe, de la compétition alimentaire. Et aussi, le gros avantage de la pop-up, c'est qu'il sera 99% du temps bien présenté et prêt à piquer. Ce qui n'est pas le cas d'un montage sur le fond qui peut être
entortillé, qui peut avoir piqué une brindille qui est sur le fond, qui peut avoir roulé entre des pierres si on est en barrage par exemple. La pop-up, quoi qu'il arrive, quasiment, elle sera toujours là. Et donc, statistiquement, si le poisson vient, eh ben, il y a de vraies chances d'être pris. Alors que si la lèche, enfin, le montage est pris dans un bout de bois au fond de l'eau, bah, 100% de chances de ne pas faire de poisson. Ouais, je comprends. Ouais, non, Donc, mais c'est pour ça que, malgré tout, ça reste intéressant d'avoir des pop-up et de pêcher avec, mais c'est encore plus intéressant pour moi d'utiliser cet appât-là quand la situation, le fond de l'eau est un peu chaotique, il y a un peu d'herbier, qu'on ne sait pas trop sur quoi on pêche. Là, il y a vraiment possibilité de faire des cartons parce que c'est un petit peu la seule lèche qui est vraiment facilement accessible pour les poissons. Et alors, du coup, entre la bouillette dense et la pop-up, il y a une bouillette qui a explosé ces dernières années. Tu vois de quoi je parle, La je suppose? wafter. La wafter, exact. Moi, je me rappelle, honnêtement, j'ai commencé à pêcher avec des wafters il y a presque 10 ans, tu vois. C'était la galère pour en avoir à l'époque, tu vois, vraiment. La plupart, les peu qu'on avait, c'était pas ouf. Elles étaient soit jaune fluo. Enfin bref, maintenant, aujourd'hui, c'est top parce qu'aujourd'hui, chaque bouillette est vraiment. Tu vois, t'as pas vraiment le choix quoi, sur ta wafter. Mm. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que finalement, tu vois, on est presque entre l'appât, enfin, en termes de présentation, l'appât idéal, tu vois. Parce que comme tu sais, sur le fond, bah, on sait jamais trop ce qui peut se passer. La pop-up, ça fait pas trop naturel. Là, tu vas avoir un appât qui va se relever de quelques millimètres, centimètres du fond, qui va, enfin, qu'est-ce que toi t'en penses? Justement, enfin, tu vois, tu nous dis que tu fais t'as des captations en underwater. Est-ce que tu as pu constater un écart? Alors, je suis très très fan des wafters. Bah, justement, pour plusieurs raisons. Comme tu dis, ça s'assimile vraiment aux bouillettes qui sont sur le fond. Donc, la carpe qui est vraiment focus sur ses bouillettes, et bon, elle va pas faire la différence et elle va le prendre comme si c'était une bouillette dense qui est sur le fond. Le gros avantage ensuite, c'est que bah, depuis, on a aussi développé des montages qui se posent très souplement sur le fond et tout en douceur. Donc, on l'a vu sur toutes ces images underwater, il n'y a pas que moi qui l'ai témoigné, hein, il y a beaucoup de gens qui en ont fait. Les carpes aspirent le montage, elles se font pas piquer, la part repart. Si on a un montage en tresse, il y a une chance sur deux pour que l'ensemble s'entortille et finisse complètement emmêlé. Alors qu'avec un montage équilibré et bien conçu, eh bien, le fait que le wafter soit équilibré va permettre au montage de se déposer tout doucement sur le fond. Et donc, on a de nouveau un montage qui est bien pêchant et opérant. Et donc là, pour moi, c'est vraiment une très grosse plus-value. Et ça fait qu'on est pêchant tout le temps. Donc, on a un peu l'avantage de la pop-up d'être à peu près tout le temps bien présenté et accessible aux poissons, tout en étant camouflé sur le fond. Et d'ailleurs, voilà, je voudrais revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, et en faisant la parallèle avec les observations underwater. J'ai fait plusieurs films underwater où je pêchais justement avec des pop-up. Et c'était en hiver, j'avais un mal fou à déclencher des touches. C'était sur une gravière à pression, à forte pression même, les poissons éduqués. Et tous les matins, je me réveillais, ma pop-up, elle était là, elle n'avait pas bougé, tout le reste avait bougé. Et le dernier jour de ma session, je vais basculer sur un grain de maïs. Donc, je mettais un grain de maïs sur mon montage, sur le fond. Donc, en underwater, on ne voit pas bien parce qu'un grain de maïs au milieu de plein d'autres grains de maïs, on ne voit pas rien, on voit pas grand-chose. Et ben, pendant la nuit, j'ai fait plusieurs touches, plusieurs beaux poissons. Et donc, ça a été vraiment une révélation comme quoi une toute petite èche. Bon, là, c'était triché, je savais à l'underwater qu'il n'y avait pas d'indésirable qui allait m'embêter, il n'y avait que des carpes. Donc, en situation pratique, c'est plus compliqué. Mais comme quoi, une toute petite èche sur un fond, ça a été radical du jour au lendemain. J'ai fait pas mal de départs, alors qu'avec ma pop-up, j'étais capot tous les soirs. C'est ça, ouais, t'étais vraiment, ok. Ouais, tu t'es intégré au milieu et on aurait pu remplacer ce grain de maïs par une petite bouillette de 12 ou 14. Une petite wafter, je pense que ça aurait fait la même. Hein. Une petite wafter de 1,5 centimètre, 1 centimètre, ça l'aurait fait. Hein. J'ai une dernière question avant on aille sur l'autre thématique. Elle est un peu délicate cette question parce que c'est des on-dit, moi j'ai jamais pu prouver quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu penses des phéromones utilisés? Est-ce que déjà, en fait, voilà, j'ai l'impression c'est quelque chose qui est très peu répandu dans la pêche de la carpe, enfin, ou du moins très peu connu. Moi, j'ai pas de preuve de gens qui l'utilisent. Pour autant, on est capable de synthétiser des phéromones dans d'autres domaines d'activité. Voilà, est-ce que toi, tu as la connaissance de ces choses-là? Est-ce qu'il y a un impact? Voilà.
Ouais, c'est un terrain glissant. Alors, comme toi, moi, j'ai jamais pêché avec de la phéromone. Enfin, j'ai jamais utilisé vraiment des attractants à base de phéromones. Quand on retranscrit voilà, ce scénario-là hors de l'eau, donc la phéromone, ça s'utilise pour des insectes, des choses comme ça. Et là, ça fonctionne bien, hein. Ça attire vraiment des insectes, ça attire vraiment. Mais j'ai lu que ça fonctionnait pas tout le temps. Il y a certaines périodes de l'année où effectivement les phéromones marchaient très bien. Je pense que, sans être précis, mais la période de reproduction, bah, bizarrement, les phéromones, elles marchent très très bien. Est-ce que c'est pareil pour la carpe? Je ne saurais pas te répondre précisément. Est-ce que c'est un côté marketing? Je ne saurais pas le dire non plus. Je pense Oh, j'en sais que rien, parce que voilà. honnêtement, j'ai jamais entendu une seule marque qui parlait de phéromones dans ses appâts, hein. Je sais pas si toi, tu en as déjà entendu Oui, parler. oui, ça existe. Ça existe dans la pêche à la carpe. Il y a des boosters où ils utilisent. Alors, c'est peut-être un peu vieux, ça a peut-être une dizaine d'années, c'est peut-être un peu vieillot, mais où Ok, ils mettaient en avant l'emploi de phéromones dans les appâts. Peut-être pas dans ok. les bouillettes, mais dans les boosters, je suis à peu près Ouais, sûr. ok. Mais j'ai jamais testé et je saurais pas trop. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Hmm. Oui, après, là, on rentre dans du scientifique parce que synthétiser Ouais. des phéromones, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, même au niveau budgétairement. Mais voilà, en fait, c'est un peu un sujet qui revient souvent dans ma tête, tu vois. Parce que je me dis, si c'est possible de le faire sur, bah, comme tu disais, les insectes, voire même les animaux, hein, qu'on peut booster un Mm. peu aux phéromones, et même nous, les êtres humains, on s'en rend pas compte, on est ultra sensible à ça, tu vois. Mm. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas. Alors, et je dis pas que c'est bien ou pas, hein, ça c'est un débat vraiment ouvert, parce que là tu commences un peu à tricher avec la nature, et bon, des fois on peut se poser des Ouais. questions sur Sur l'éthique. ouais, l'éthique, tu vois, vraiment de ça, tu vois. Mm. Et j'ai pas la réponse, parce qu'encore une fois, est-ce que 3 kilos d'appât dans une masse d'eau boostée au phéromone, ça a un vrai impact sur le milieu? Ouais. Probablement pas, peut-être que oui, enfin tu vois, mais est-ce que sur le côté éthique et tout? Mais voilà, j'avais besoin d'avoir l'avis d'un expert sur un terrain ultra glissant. J'ai retenu ce que tu m'as dit, c'est quand même un terrain très Et, glissant. Et ouais, et puis tu regardes aussi les phéromones, en général, c'est lié à la reproduction. Dans le milieu de la pêche à la carpe, quand la carpe a envie de se reproduire, c'est rarement un bon moment de pêche. Là, quand c'est la fraie, les poissons, ils ont beaucoup moins envie de manger, ils sont occupés à autre chose. Donc, est-ce que si on a Mais, envie de recréer une période de frais au milieu du mois de décembre? Je suis pas sûr. mais est-ce que tu vois, par exemple, quand tu pêches la perche, je sais pas Mm. si tu pêches un peu de temps en temps le Un carnassier ou petit peu, quoi, oui. tu vois, tu pêches la perche, tu tombes sur un banc de perche, tu sais que euh, si tu la relâches immédiatement, tu as peu de chances de retoucher d'autres perches, parce qu'elle Mm. va probablement lâcher des phéromones de danger, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va plus loin, c'est que la carpe, quand elle s'alimente en toute confiance, elle lâche pas aussi des phéromones de plaisir, je suis là, je suis bien, etc. Tu vois, parce qu'il n'y a pas que les phéromones de reproduction, finalement. Il y a peut-être d'autres phéromones qui Ouais, sont. ouais. Bah ça me fait penser un peu à l'effet crunch. Je sais pas si ça te parle. Bah, tu peux l'expliquer, c'est C'est intéressant. la carpe qui, enfin c'était une théorie, je crois, des années 2000, je ne saurais plus exactement la dater, mais qui expliquait que la carpe en mangeant, bah, avec ses dents pharyngiennes, bah, ça crée du bruit qui Hum, attire les autres poissons qui sont attirés par ce bruit parce qu'elles savent qu'il y a un poisson qui est en train de s'alimenter. ok. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça s'est un peu oublié cette théorie, donc bon, je suis dubitatif, mais il n'y a pas uniquement voilà l'appât qui peut attirer les poissons, il y a les poissons qui attirent les poissons. Et c'est aussi Hum, la stratégie, voilà, quand on amorce avec des farines, du blé, du chènevis, c'est les petits poissons qui créent de l'activité et tôt ou tard les carpes débarquent. Et donc voilà, c'est une autre stratégie générale d'amorçage ou du moins d'attraction des poissons vers une zone où on a notre piège. ok. Eh ben écoute, merci pour toutes ces. On est parti de la base de qu'est-ce qu'une bonne bouillette, hein. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, ouais, on a un peu divagué. Oh, c'est super intéressant, ouais, j'adore. J'adore. Et du coup, on va passer à la deuxième thématique que je voulais échanger avec toi, c'est tes protocoles de test avec Stapio. Alors moi, c'est quelque chose où je suis hyper sensible à ça, parce que nous, avec Fission Test, tous les tests qu'on fait sont protocolés. Il y a des Ouais. protocoles qu'on fait de manière scientifique avec nos machines, et puis après, il y a des protocoles qu'on fait de manière très cadrée sur le terrain, tu vois. Mm. Je suppose que toi, avec Stapio, c'est la même chose. Alors Euh, oui, nous, on est purement normé en laboratoire avec du matériel. On ne fait pas de tests à proprement parler sur le terrain parce qu'il y a oui, tellement de facteurs et on est tellement d'accord. de destinations différentes qu'on peut pas on n'arriverait pas à des conclusions intéressantes en fait. Ce serait Oh, trop biaisé.
je trouve ça hyper pertinent. Nous, il y a certains types de produits qu'on teste quand labo aussi, les hameçons, les nylons, les tresses, etc. Parce qu'il y a tellement de facteurs à côté. Voilà. Et les bouillettes, heureusement, d'ailleurs, je te dis la vérité, si tu faisais juste des tests de bouillettes sur le terrain, on serait pas forcément ultra copains, quoi. Enfin, tu vois, on prend, enfin, voilà, enfin, on te faudrait respecte. une équipe de 300 pêcheurs pour t'aider, quoi. Oui, c'est ça, oui, oui. Et puis, t'en sors jamais des vérités absolues, quoi. Alors que Ah toi, oui. je pense qu'avec les protocoles que tu as mis en place, là, tu sors un peu plus de vérité. Bah, c'est la stratégie sur laquelle on a misé. On se met dans un environnement qu'on maîtrise parfaitement. En l'occurrence, pour la majorité de nos tests, c'était une pièce à 20 degrés Celsius et de l'eau à pH 7. Et donc, on sait que nos résultats, on peut les faire dans 10 ans avec les mêmes appâts, ils donneront la même chose. Donc ça, c'est universel, c'est pratique. Le défaut, c'est que il faut adapter ce scénario-là à la pêche de chacun. Donc, si on pêche dans une eau plus froide, eh ben, il faut s'adapter. Si la pêche est un peu plus acide, il faut s'adapter. Mais au moins, nos résultats, on ne raconte pas des salades et ça ne dépend pas de l'endroit, ça ne dépend pas de 3000 paramètres. Donc, effectivement, c'est quelque chose d'hyper important. C'est le but d'un protocole, c'est pas d'avoir la vérité absolue sur toutes les conditions rencontrées. C'est surtout de se dire, à valeur égale, je peux comparer des données, en fait. exactement. C'est ça qui est bien, c'est que certes, on n'a pas tous les scénarios, mais dans ce scénario-là, on peut comparer toutes les bouillettes du marché et dresser un catalogue avec des compétences, donner des points. Et voilà. Et je pense que, comme toi, enfin, là-dessus, on se retrouve vraiment que c'est quelque chose sur lequel on est maniaque au possible dans un protocole. On ne peut pas se permettre de faire les choses approximativement, sinon, en fait, ça n'a plus de sens. Si les paramètres changent, et ben, le test, autant ne rien faire parce que vraiment, ça n'a plus aucun sens de travailler. Mmh. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, tu peux nous en dire un peu plus de ton protocole? Alors nous, on va tester plusieurs facteurs. On va aller tester le temps de diffusion. Ça, c'est vraiment le test le plus abouti qu'on fait. Donc, on le fait de deux façons, par pH métrie. Donc, on va, pour le faire simple, mettre les bouillettes dans un seau d'eau et ensuite suivre l'évolution du pH Ok. en fonction du temps. Et donc, eh bien, on voit très bien que pour 99% des bouillettes, au tout début, la bouillette, elle libère tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle peut. Et puis petit à petit, ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit. Et au bout d'un moment, elle diffuse quasiment plus rien. C'est vraiment, voilà. Ça a un peu cette courbe-là, très intense au début et puis très calme par la suite. La chose qui nous intéresse, c'est très intense, mais pendant combien de temps, en gros? Parce qu'il y en a qui sont vraiment très intenses pendant 2 heures, il y en a qui sont très intenses pendant 20 heures, et il y en a qui sont un peu moins intenses, mais ça arrive à s'étendre quand même sur 40 heures, tu vois. Ok. Donc, d'ailleurs, là-dessus, je vais couper court à un argument marketing qui dit que ma bouillette, elle diffuse pendant 60 heures, 70 heures. J'ai rencontré aucune bouillette qui atteignait de telles valeurs, hein. Le maximum qu'on avait, c'était 48 heures à peu près. Et je pense que les. Ce qui est déjà énorme par rapport à la taille de la bille. Exactement. Donc, Ah, déjà 48 heures, c'est énorme. ah oui, mais il n'y en a pas beaucoup sur le marché qui tiennent autant. Et après, il faut se dire aussi que c'est des bouillettes, du coup, forcément, comme tu dis, le volume est fixé. Donc, s'ils diffusent pendant longtemps, c'est que la diffusion est quand même lente et progressive. Donc, si on est parti sur une session de stalking de 3 heures, avoir une bouillette qui diffuse en 48 heures, c'est gâcher des produits. À l'inverse, il y a des bouillettes qui sont de véritables bombes au fond de l'eau, hein. On les jette dans l'eau, au bout de 2 heures, elles ont quasiment tout perdu, et au bout de 3-4 heures, il n'y a plus rien. Et donc, si on veut faire un amorçage pour une session d'une semaine et où on attend que les poissons rentrent au bout de 2 jours, mettre ces petites bombes au fond de l'eau, ça sert à rien. Enfin, c'est dommage, quoi. Tu n'optimises pas du tout. Tu vas générer un coût très attractif. Et puis, petit à petit, comme on a dit tout à l'heure, le courant, tout va être dilué, tout va partir. Et il y aura juste des èches avec beaucoup moins d'attractants au fond de l'eau, qui vont s'assimiler un peu à des pierres avec un petit arôme, quoi, au fond. Du coup, j'ai envie de lancer un gros pavé dans la mare, là. Vas-y. En général, ces bouillettes-là, c'est celles qui sont un peu moins chères. Non, pas forcément. Non. Franchement, Ok. pas forcément. Bon, je vais peut-être pas citer de marque, mais ou je vais citer des marques sans citer des produits. J'ai souvenir de produits mainline qui diffusaient en une toute petite poignée d'heures, qui étaient très très instantanés. Ok. Et à l'inverse, je vais te parler d'une bouillette qui coûte pas très cher de chez Bouillette Maison, qui elle, à l'inverse, diffusait, c'était ça qui était original avec ce produit, progressivement pendant de longues durées. Donc, Ok. il n'y a pas vraiment il n'y a aucune corrélation, ça on l'a fait, voilà, c'est notre approche mathématique, entre le comportement de l'appât et le prix. Donc, on a pris tous nos critères de test, je reviendrai sur les autres, mais tous les critères de test, on a regardé le prix et l'algorithme, enfin, il y a zéro coefficient de corrélation entre ça. Parce qu'on pourrait penser, pour diverses raisons,
que c'est les appâts les moins chers qui diffusent le plus sur la durée la plus courte. Du coup, c'est des appâts qu'en général on destine plutôt à des amorçages long terme parce qu'ils sont moins chers, mais qu'au final ça sert à rien. Et finalement, là, tu es en train de casser le truc en disant non, il n'y a pas de corrélation. Il n'y a aucune corrélation. En gros, consultez mon livre et puis vous le saurez. Et en gros, hein, c'est ça, parce que ça me fait plaisir de le dire, mais tu peux pas le savoir comme ça, à la vue du paquet, de savoir si ce tapas il diffuse 2, 4, 8, 10, 12 heures, etc. Quoi. Par contre, sur un amorçage long terme, imaginons on prépare un spot sur une semaine, il va mieux falloir privilégier un appât qui diffuse progressivement plutôt qu'un appât très instantané, quoi. Ah oui, là-dessus, j'en suis convaincu. D'autant plus qu'un appât très instantané, et ben, s'il y a peu de cartes dans la zone, bah, ça va être des indésirables qui vont venir s'en saisir en premier. Alors que s'ils diffusent très lentement, bah, peut-être que les poissons indésirables ou carpes vont mettre un peu de temps à le trouver, mais plus il est longtemps au fond de l'eau, plus on a de chances qu'il y ait des carpes qui passent dans la zone. Donc moi, franchement, hein, pour des pêches sur des ALT, sur des pêches ou de durée plus longue, je partirais pas sur un appât qui diffuse en moins de 20 heures. Ce serait un peu dommage, 20, 24 heures même. Ok, oui, bah oui, le temps à chaque fois de relancer, de remettre un peu de bouffe au fond de l'eau, quoi. Voilà. Et donc les autres protocoles qu'on fait pour calculer la diffusion, on utilise à la fois la pH-métrie, donc l'évolution de l'acidité, et on utilise aussi la colorimétrie, c'est-à-dire que on va mettre les appâts de la même façon dans un seau et on va suivre l'évolution de la couleur de l'eau en fonction du temps. Et donc on va voir de quelle façon elle se teinte. Donc ça se fait avec un spectrophotomètre. C'est un appareil qui coûte une petite fortune et qui détecte des variations infimes de coloration dans l'eau, hein. Je te rassure, entre le début et la fin de l'expérience, à l'œil nu, on voit que ça a changé, mais c'est pas non plus hyper impressionnant. Alors qu'avec cet appareil-là, on le détecte super super bien. Et les deux résultats sont très très corrélés, hein. Forcément, quand ça libère de la coloration, ça libère aussi de l'acide. Les deux sont assez liés. Et donc ça, c'est notre deuxième test. Mais du coup, on a ces deux tests qui travaillent en parallèle et qui permettent vraiment de conforter les résultats. Et entre les deux, si on devait mettre un en avant plus que l'autre, ce serait la colorimétrie, parce que l'appareil qu'on utilise est plus précis que celui de la pH-métrie. Mais on utilise quand même les deux parce que il y a des choses qui sont diffusées dans l'eau et qui n'ont pas de couleur. Et c'est là où le test en colorimétrie, il est un peu pas forcément le plus performant. Et à l'inverse, il y a des choses qui diffusent dans l'eau qui n'ont pas d'acidité, mais par contre qui sont colorées. Et donc c'est là où les deux sont aussi complémentaires. Et c'est pour ça qu'on est content d'avoir les deux et de les utiliser main dans la main. Ok. Donc la colorimétrie et la diffusion. Un troisième protocole? Après, on utilise également donc la diffusion, enfin le temps de diffusion d'un appât, c'est très bien, mais quelque chose qui, en tout cas, historiquement nous intéressait beaucoup, c'était savoir voilà, sa résistance aux indésirables. C'est ce qu'on a baptisé comme ça. C'est de voir comment la texture de l'appât va évoluer en fonction du temps. On est content d'acheter un appât qui est tout dur dans la boîte quand on l'achète, qu'on le jette dans l'eau et qu'au bout de 2 heures, c'est devenu une véritable éponge toute molle et qui se désagrège. Et donc, c'est bien beau de la même façon d'avoir un appât qui diffuse en 30 heures, mais si en fait il s'est effrité en farine au bout de 2 heures, ça n'a pas de sens. En fait, on ne pêche plus à la bouillette, quoi. Donc, c'était quelque chose qui nous intéressait. Et pour réaliser cela, on a plusieurs méthodes. Donc, il y en a une où on va utiliser en clair une espèce de petite pointe qu'on enfonce progressivement avec un appareil qui va nous mesurer la force nécessaire. Okay. Et donc, la petite dague vient s'enfoncer dans l'appât et on fait ça sur plusieurs appâts après une certaine durée d'immersion. Donc, j'ai plus les dates précises, enfin les durées exactes, mais c'est de l'ordre de au bout de 0 heure, au bout de 7-8 heures et au bout de 16 heures, 24 heures. Et on fait ça pendant une trentaine d'heures. Et donc, on voit vraiment l'évolution voilà, de comment l'appât se ramollit. On combine ça également avec un test de ce qu'on appelle la prise de masse de l'appât. Donc, on a nos appâts, on les pèse à sec. Ensuite, on les met dans le temps d'immersion et pas de la même façon, toutes les 8 heures, 16 heures, 24 heures, etc. On les sort, on les sèche un petit peu et on les pèse à nouveau pour mesurer la quantité d'eau qui s'est insérée dedans. Et naturellement, plus il y a de l'eau à l'intérieur, plus il y a des liaisons physico-chimiques qui sont brisées, qui ont permis à l'eau de pénétrer. Et l'eau ne permet pas de renforcer l'appât, ça c'est clair et net. Et donc, ça nous permet de suivre à quelle vitesse l'eau pénètre au cœur et vient fragiliser l'appât. Donc, on utilise ces deux tests concrètement. Et ça nous permet ensuite, là c'est un peu subjectif, de définir tel appât il résiste, tel appât il résiste moins, tel appât il résiste plus du tout. Mais en clair, on arrive à donner une estimation de comment l'appât va résister aux indésirables ou comment sa texture va évoluer en fonction du temps d'immersion.
Et est-ce que tu as une corrélation entre la résistance aux indésirables et la diffusion? Eh bien, non, Jamy. Euh, Ok, c'est génial. Non, mais c'est génial en fait. Je trouve ça génial. En fait, franchement, c'est un résultat que je pensais trouver comme toi. Je me disais, bah, plus vite l'eau pénètre au fond, plus vite elle extrait tout et plus vite ça diffuse. Mais en fait, ça fonctionne pas comme ça parce que tu vas avoir plusieurs paramètres qui vont entrer en compte. Et alors là, on va rentrer vraiment dans la technicité. C'est surtout la température. En fait, la température, à haute température, les attractants qui sont dans la bouillette, ils vont se dissoudre très facilement dans l'eau. À l'image d'un sucre qu'on mettrait dans un verre d'eau, tu vois, si tu mets ton sucre dans un café, eh ben, très très vite, il se désagrège et hop, il a disparu. Si on prend un verre d'eau glaciale, on met le sucre, eh ben, il met beaucoup de temps à se détruire. Et donc, Oui, je prends à l'exemple du carpiste Saxolube. oui, exactement. Parfait. Ok. Exactement. Bah, c'est un peu le même genre. Il va y avoir ce phénomène-là qui va intervenir. Et ensuite, tu vas avoir aussi le travail de l'eau pour briser les liaisons et créer un passage vraiment jusqu'au fond de la bouillette et ensuite pouvoir sortir ces attractants. Et donc, il y a deux vitesses qui rentrent en compte. C'est à quelle vitesse on arrive à creuser dans la bouillette et à quelle vitesse on arrive à arracher les attractants. L'arrachage des attractants, c'est le sac soluble, à quelle vitesse ça va se faire. Et ensuite, l'arrachement de l'eau, des attractants, ça va être le travail de l'eau. Et donc là, c'est une propriété vraiment mécanique de la bouillette, de comment elle a été conçue, comment elle a été roulée. Voilà. Donc, c'est deux travaux qui sont séparés. Et en fait, il n'y a pas de lien entre les deux. Même si, intuitivement, moi, je pensais arriver à ce résultat-là, mais on a, de la même façon qu'on a fait la corrélation avec le prix, on l'a fait entre ces résultats-là, et il n'y a pas de corrélation directe. Ok, ok, très bien. Et du coup, un autre protocole ou c'est ces trois grandes données On utilise beaucoup cela et ensuite on a fait aussi d'autres tests. Là, c'est sur des bouillettes que nous on a roulées nous-mêmes, Ouais. donc dans lesquelles on a fait varier certains paramètres. Par exemple, la quantité. On a utilisé des ingrédients très basiques, de la farine de blé, de la farine de soja, du bird food, de l'huile et du sel, si je te dis pas de bêtises, si j'ai rien oublié. Et on faisait varier, on avait nos recettes, on faisait varier chaque élément. On avait plusieurs donc bouillettes et on faisait varier chaque élément. Et on voulait regarder, voilà, on a travaillé à différentes températures aussi, en fonction de la variation de tel ou tel ingrédient, quel est le comportement de l'appât. Et donc, par exemple, là, je vais encore casser un mythe. Si on augmente la quantité de bird food, normalement, on s'est toujours dit, bah, ça diffuse beaucoup plus vite. Et ben en Oui, fait, c'est pas vrai. c'est gras. Pardon? Le bird food, il est assez gras. Il peut, mais en fait, du moins, quand j'étais jeune, j'avais compris comme ça, c'est que le bird food, il crée des failles dans la bouillette et il va Ok, permettre à l'eau de rentrer vite et donc d'extraire les attractants. Et donc, on est retombé dans ce qu'on disait tout à l'heure, et ben en fait, c'est pas vrai. d'accord. Donc, on a fait ces tests-là et on a refait des tests donc d'évolution de solidité de l'appât, donc de résistance aux indésirables, et également des tests de diffusion. Donc, on avait inséré un tout petit peu de fluorescéine dans nos recettes pour pouvoir suivre par colorimétrie, par ce protocole-là de façon précise, voir à quelle vitesse voilà, la fluorescine était extraite des appâts. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Donc là, il y en a pour 3 heures de podcast si on part là-dedans. Mais on a essayé de résumer voilà, ces résultats-là dans notre livre. Et oui, on trouve des choses intéressantes et ça permet vraiment aux rouleurs, aux personnes voilà, qui veulent vraiment faire des bouillettes sur mesure, allier voilà, un temps de diffusion rapide et en même temps une résistance aux indésirables, bah, se dire bah, je vais augmenter un petit peu ma proportion de farine de maïs. On avait rajouté du maïs aussi, tiens, j'ai oublié. Un peu c'était le marmiton. Ouais, voilà. Voilà. Donc, encore une fois, c'est des grandes tendances, hein. Une recette de bouillette, c'est pas juste 3 farines et un bird food, hein. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, mais ça donne des idées quand même. Et on se rend compte que voilà, si on augmente, je te dis n'importe quoi, le blé, et ben on fragilise mine de rien l'appât. Et donc, si on a envie d'avoir un appât tout mou, bah, c'est trop bien, on augmente le blé. Par contre, si on veut pêcher une zone où il y a des indésirables, des écrevisses, etc., bah, au contraire, on va éliminer le blé ou on va en mettre beaucoup moins. Et voilà. Donc, c'est l'autre grosse partie de notre travail du dernier guide de la bouillette. Et t'as un composant que t'as remarqué qui ressort régulièrement où tu dis waouh, celui-là quand il est dedans, c'est que la bouillette, je sais pas moi, elle diffuse très longtemps, elle résiste bien aux indésirables, etc. C'est difficile. Alors, j'ai voulu faire ça un petit peu, tu vois, en prenant en compte les ingrédients qui sont donnés par les producteurs de bouillettes.
Ceci dit, voilà, on n'a pas les quantités qui sont indiquées, donc on a l'ordre dans lequel ils apparaissent avec leur priorité, donc les listes d'ingrédients. Je sais pas si tu sais, mais le premier ingrédient, c'est le plus important, le deuxième, le deuxième, et ainsi de suite. Donc on a un ordre d'idées, mais on n'a pas de résultat très précis. Et c'est pour cette raison en fait qu'on s'avance pas là-dessus, parce qu'encore une fois, c'est un coup à balancer une fausse rumeur. Et nous, notre but de nos travaux, c'était un peu de déconstruire toutes ces légendes par des biais, par des méthodes scientifiques. Si on Ok. commençait à rajouter un peu de sorcellerie dans ça, en se disant peut-être, en fait, ça, d'une part, ça gâchait un peu notre travail, et on pouvait perdre également en crédibilité. Donc là-dessus, non, je pourrais pas te donner un ingrédient trop bien qui nous a sauté aux yeux. Et ok, je vois, je vois. Et du coup, tu as un autre mythe un peu à casser aussi là. Enfin, là, on en a déjà cassé deux, trois là, mais tu On sais a que nous cassé aussi, deux, on trois. adore kiffer des mythes, on adore mythes chez Fish Test. J'essaie de pas faire la contrepétrie. Mais est-ce que est-ce que t'en as un autre là? Je vais réfléchir On là se le sur garde les pour un appâts. prochain podcast, hein. Ouais, on va s'il me revient, il y a quelque chose qui me revient, je t'interromprai. Ok, non mais y a pas de souci. Et donc, est-ce que tu as autre chose sur lequel tu veux nous raconter sur tes protocoles Que j'aimerais bien que les gens ils mesurent que c'est, bah toi je pense que t'es sensible, mais que c'est quelque chose qui est épuisant. Nous, nos tests, en particulier les tests de diffusion, on prend des mesures toutes les 3 heures. Donc je sais pas si vous visualisez, mais quand on fait nos tests, on a plus d'une centaine de bouillettes, enfin de recettes qui sont analysées chacun dans leur petit pot. Et donc chaque test prend 1 à 2 minutes à être fait, des tests de diffusion. Et toutes les 3 heures, au moins au début, eh ben, on prend des mesures. Et donc, on fait ça pendant 48 heures. Donc, ça veut dire que toutes les 3 heures, en gros, on est en train de faire nos mesures. Les mesures prennent 1 heure et demie, et ensuite, on a 1 heure et demie de pause. Et ça marche bien. Bon, quand il est 8 heures du matin, 10 heures midi, ça va. Quand il est 2 heures du matin, eh ben, on commence un peu à fatiguer. Les 100 bocaux qui sont alignés devant soi, il ne faut pas trébucher pour les renverser. La mesure qui est faite à 4 heures du matin, elle doit être aussi précise que la première qui a été faite à 8 heures du matin la veille. Et donc, c'est vraiment un travail enfin, un peu ingrat, hein, parce que vraiment, c'est on travaille comme ça, on est dans notre petit labo en train de faire nos tests. Il faut que tout soit précis. Donc, je ne fais pas ça tout seul. C'est pour ça qu'on est une équipe et qu'on se relaie et qu'on arrive un peu à dormir et qu'on s'entraide. Néanmoins, c'est vraiment très fatigant. Et puis ensuite, à ça, donc toutes les 3 heures, on fait ces tests de diffusion. Et de temps en temps, toutes les 8 heures, eh ben, on doit faire les tests de résistance aux indésirables. Donc Oui. tout est chronométré pour tomber pile poil, mais ça fait que c'est 48 heures horribles qu'on passe en équipe à essayer de faire ça. Et c'est pas 48 heures où on fait la fête, où on attend des poissons au bord de l'eau. On est dans notre petite salle à faire les tests et c'est un gros, gros boulot, sans parler derrière du temps qu'il faut pour analyser chaque résultat, J'allais dire, chaque voilà, détail, les relier. c'est ce que j'allais dire. Il y a la phase de test, mais il y a la phase d'analyse. Moi, Ouais. à mon niveau, quand on a fait la journée où on a testé les 71 références d'hameçon, Mm. Euh, derrière, j'ai eu, entre compiler la donnée, l'analyse et tout, j'ai eu presque une semaine de boulot complète, tu Ah vois. ouais, non, mais c'est ça. Tu vois, puis après, faut essayer d'en tirer des vraies conclusions, de pas se Mm. planter, de dire, ok, attention, je vais sortir ça, qui peut être considéré un peu comme une dinguerie, tu vois. Et puis, Ouais, attends, faut choisir si je dis ça, enfin voilà, quoi. Donc, non, non, ouais, exactement. c'est vrai, et je suis content qu'on puisse échanger parce qu'on a tous enfin, on a le même métier, quoi. Notre Mm. rôle consiste à tester. Mais attention, tester, c'est pas on passe notre vie au bord de l'eau Ah à ouais, pêcher. non. Vraiment, moi je passe plus souvent de temps dans mon bureau à traiter de la donnée, à faire des tests sur les machines, etc., qu'être au bord de l'eau, quoi, clairement. Ah ouais, ouais. Et puis, quand tu as fait, comme tu dis, 1 journée de test ou 2 jours de test à fond, que tu t'es détruit, tu as pas envie de pondre derrière un travail bâclé. Tu t'es dit: Non, Ça n'a aucun sens d'avoir sacrifié un week-end entier à travailler sans pause et à être épuisé pour derrière, créer, une analyse qui vaut rien et quoi que ce soit». Donc le travail d'analyse, il est poussé au maximum, la rédaction, elle est poussée au maximum, la synthèse est enfin, l'ensemble du travail, tu as un goût de vouloir bien faire qui se crée de par cet investissement temporel et énergétique initial sur lequel découlent des tests, enfin des analyses qui doivent être au moins du même niveau. Et donc là-dessus, tout ce que tu dis fait beaucoup de sens, en tout cas à mes yeux et aux yeux de l'ensemble de ceux qui ont fait les expériences avec moi. Oui.
Ouais, non, mais c'est ça. Tu t'as documenté des fois, vous avez documenté un peu en vidéo ce que vous faisiez, les protocoles On de a, test? on a fait quelques vidéos donc pour montrer un peu les tests qu'on faisait. On s'est amusé aussi à faire des petits timelapses parce qu'on a analysé aussi des bouillettes qui étaient solubles. Donc pour voir comment elles se détruisaient au fur et à mesure. C'était intéressant. Après, c'était, on va dire, très amateur. Enfin, pour nous, on faisait pas du tout de vidéo à l'époque. C'était plus pour nous un petit souvenir et tout. On filmait au smartphone. Mais un petit peu, oui, on a surtout pris pas mal de photos parce qu'on savait qu'on allait, surtout après, on savait qu'on allait faire un livre, donc on avait pris pas mal de photos pour illustrer notre livre. Mais voilà. Ok, super. J'en profite. Là, on vient de voir le sujet au global. Ça va bientôt faire 1 heure qu'on est ensemble avec Augustin. Ça va super vite. Si vous avez envie de qu'on aille plus loin encore dans l'analyse des tests de bouillettes, dites-le en commentaire. Euh, ou pour ceux qui écoutent en streaming, contactez-nous en MP sur nos différents réseaux sociaux en nous expliquant les différents sujets que vous voulez aborder. Et puis, on fera un épisode 2 avec Augustin et on ira un peu plus loin dans le détail parce que clairement, on peut aller bien plus loin dans le détail. Et comme tu as dit tout à l'heure, on pourrait le faire, mais là, on en aurait pour 3 heures de podcast, ce qui engendrerait, pas beaucoup de gens qui écouteraient jusqu'au bout, premièrement, et deux, le fait que je raterais ma bière en terrasse ce soir. Donc, vaut mieux C'est faire quoi le un plus grave? les gens qui n'écoutent pas en entier, parce qu'après la bière, je peux en boire une chez moi. Mais au-delà de ça, non, voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, en restant sur le thème de la bouillette, des appâts, etc. Et puis après, avec Augustin, on se recapte et on fait un épisode 2 de cette version. Avec plaisir. Je pense que tu es Et puis d'accord avec moi. pour teaser ça, je pense que là, sur le sujet, on a évoqué même pas 10% de ce qui est possible. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Là, on a de la matière. Oui, 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 clairement. Donc voilà, dites-nous en commentaire, voilà, dites-nous les sujets. Il n'y a pas de mauvais sujets. Et puis après, avec Augustin, on se revoit pour un deuxième épisode. Augustin, donc avec Stapio, quels sont vos projets, des évolutions peut-être à venir, sachant que aussi j'en profite et c'est un peu une vraie fierté pour nous avec Fish Test, c'est que on a conclu un partenariat entre Stapio et Fish Test et il y a le résumé des tests que vous avez fait sur le guide de la bouillette qui est disponible sur Fish Test. On est en train de les intégrer progressivement parce que ça fait aussi beaucoup de boulot vu le nombre de tests que vous avez fait. Et puis après, pour les gens qui veulent vraiment aller plus loin dans l'analyse de la donnée, ils peuvent commander ton livre. C'est ça? Ouais. Voilà. C'est ça. Donc, Justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je t'ai pas coupé. Les résultats, ils sont disponibles dans notre livre, mais ils sont également disponibles sur Fish Test progressivement. Ils sont en train d'être insérés dans le site. Donc, il n'y a pas besoin de débourser de l'argent pour acheter le livre. Il y a aussi Fish Test sur lequel on peut les retrouver avec globalement la synthèse des résultats pour chaque voilà. bouillette. Oui. C'est ça. On avait pris le pli de dire on met la synthèse, Mm. ce qui permet au plus grand nombre de savoir l'essentiel. Et puis, si on veut vraiment rentrer dans le détail technique et tout, il y a le livre qui est pour ça. Et il ne faut pas vous enlever non plus le gros travail de rédaction que vous avez fait. Donc, voilà. Et du coup, des évolutions, des projets avec Stapio en cours Alors là, on a travaillé sur d'autres livres. Là, j'ai terminé il y a une poignée de mois la traduction d'un livre d'un carpiste suédois. Donc, c'est un très gros livre qui fait 420 pages, qui était Ok. écrit en anglais, que j'ai traduit en français. Donc, ça a été un boulot, encore une fois, de petite souris à bosser longtemps à le traduire. Le produit final est magnifique. Le livre, on a vraiment mis les moyens pour faire un joli livre de collection avec une belle couverture et tout. Et on a pris goût à ça et on se lance. Alors ça, c'est un peu une exclusivité que je te dévoile, c'est parce qu'on est quasiment au bout du projet, donc c'est pour ça que je me permets de le faire aussi. On a traduit un livre de Rod Hutchinson de l'anglais au français qui va bientôt sortir sur notre site. Donc voilà, ça c'est la grande fierté pour 2024, on va dire, c'est d'être les premiers à avoir traduit un livre de Rod Hutchinson et Qui n'était pas si du ça tout marche bien. le marché français en France jusqu'à maintenant. Pardon? C'était un livre qui était déjà sorti en Angleterre il y a quelques années, je suppose. C'est Oui, ça? ah ouais. Il est tout disponible en France sur le marché français. Ouais, exactement. Les livres de Rod Hutchinson, donc Légende de la pêche à la carpe, n'ont pas été traduits en français. Et Ok. parce que c'est un boulot de dingue. Et puis, on sait très bien en l'ayant fait qu'on va pas en vendre 50 000 exemplaires. Donc, c'est pas pour des raisons de business qu'on traduit un livre de Rod Hutchinson. C'est par passion et peu pour se dire, au moins, il y a des francophones qui auront la chance de lire un peu les aventures de ce pêcheur de renom.
Donc ça, voilà, c'est le grand projet pour nous pour 2024. Et on a d'autres petits livres en cours de rédaction. Et on est en train de réfléchir sur de nouvelles analyses à réaliser sur les appâts qu'on aimerait bien aboutir avant le forum de Montluçon, j'espère qu'il y aura lieu l'année prochaine, sur lequel on pourra tout dévoiler. Ok. Donc voilà les projets qu'on fait en matière de rédaction. Et puis c'est déjà pas mal, ça prend quand même du temps. Et de toute façon, on peut retrouver un peu tout ça sur le site de Stapio. Voilà, tout est rédigé sur le site de Stapio et puis on a des réseaux sociaux aussi sur lesquels on communique un peu. On n'est pas les plus actifs de la Terre, mais voilà, quand il y a des nouveautés, quand il y a des évolutions, on n'hésite pas à en parler. Eh ben super, super. Voilà. Augustin, ça commence à devenir la tradition dans Focus Matos. On finit par un petit Fast and Curious. Le Fast and Curious, clairement, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'adore ce concept. Est-ce que tu es Moi, je suis prêt chaud. à Ouais, je suis toujours prêt. Vas-y. Graine. Danse. Simple. Ah, Joker. Solo, t'as souvent des meilleurs résultats, tu fais ce que tu veux, personne t'embête. Mais avec un poteau, tu te sors de grosses galères, tu vis de super moments, tu partages le meilleur, mais parfois, t'es plus bruyant, t'es moins concentré sur la pêche et t'as des moins bons résultats. Presse. Pique. Spot. Dérivé. Oh. Ah, les deux. Un mélange des deux. Saveurs différentes. Une connue, c'est sympa parce que il y a le côté mythique et historique. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais à Saint-Cassien, c'est pas le lac qui me fait le plus rêver, mais de dire que j'ai sorti un poisson de Saint-Cassien, c'est sympa et c'est une cage à cocher. Mais derrière, une destination inconnue, ce côté pionnier, même si en France, le côté pionnier, il s'effrite un peu, c'est quand même bien sympa. Pneumatique. Ah, bouillette. C'est quoi cette dernière question?